Bonjour, chers téléspectateurs et youtubeurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de la troisième partie de la vie du roi Soleil au sommet de sa gloire. Les guerres, la cour et le tournant du règne. En 1665, le beau-père de Louis XIV, Philippe IV, roi d'Espagne, meurt et son fils Charles II, fragile et mentalement faible, lui succède. Le traité des Pyrénées, qui a été signé avec l'Espagne en 1659, stipule alors que Marie-Thérèse, infante d'Espagne et femme de Louis XIV, renonce au trône d'Espagne contre la somme de 500 000 écus d'or. Or, la somme n'ayant pas été payée par l'Espagne et le contrat non respecté, au nom de sa femme Marie-Thérèse, en 1667, Louis XIV revendique un certain nombre de villes et territoires dans les Provinces-Unies et prend des villes et places fortes comme Lille, qui resta définitivement française et capitale de la Flandre, étant tombée au pouvoir du roi de France, quand fut signé le 2 mai 1668 le traité d'Aix-la-Chapelle. C'est la guerre de dévolution. Mais aussi Douai, Armentières, Charleroi, Tournai, Courtrai, Bergues et Furnes. Certaines de ces places fortes ne resteront pas françaises, étant restées belges. Mais l'entrée définitive de l'île dans le giron de la France marque l'étape essentielle. La Flandre est devenue française. Pour empêcher que la France continue son expansion rapide dans les Pays-Bas espagnols, les puissances européennes, en quête de la montée en puissance de la France, font pression pour un compromis. Le traité d'Aix-la-Chapelle est alors signé le 2 mai 1668, mais au cours duquel la Franche-Comté, et dont le roi espérait le faire rentrer dans le joug français, est perdu. Bientôt, pour freiner les désirs expansionnistes de la France, l'Angleterre, les Provinces-Unies et la Suède forment alors la Triple Alliance. Mais Louis XIV, mécontent de la Triple Alliance dont les Provinces-Unies font partie et qui, ces derniers l'empêchant de conquérir de nouveaux territoires, le roi déclare la guerre à la Hollande en 1672, qui nuit alors à ses désirs et expansion territoriale. Et Louis XIV, qui se doit en tant que grand roi et chef militaire de guerre, se considérant comme l'égal des grands rois et empereurs de l'Antiquité comme Alexandre le Grand et Jules César, veut accroître le prestige de la France et sécuriser ses frontières. Le 12 juin 1672, les troupes de Louis XIV franchissent le Rhin à 2 reprises, commandées par le vicomte et maréchal de France, Turenne et Louis II de Bourbon-Condé. Les troupes françaises du roi prennent tout de même beaucoup de villes, dont ceux assiégés, dont Nimègue en juillet, Maastricht en juin 1673, Vesoul en mars 1674, Besançon, qui deviendra capitale de la Franche-Comté en avril, Dole en mai, Salzbach en juillet 1675, de nouveau Maastricht en juillet 1676, Valenciennes en novembre, Cambrai en mars 1677. Pendant la guerre, les Hollandais, dirigés par Guillaume III, le statutaire de Hollande et grand chef militaire, résistent et empêchent l'avancée française. Plusieurs États ennemis de la France rejoignent alors aussitôt la guerre. L'Espagne, le Saint-Empire romain germanique, ainsi que la marche de Brandebourg et le Danemark-Norvège. En 1678, la guerre de Hollande s'achève par les traités de Nimègue, par lequel la France, victorieuse, obtient définitivement la Franche-Comté et des places fortes stratégiques dans les Pays-Bas espagnols. Louis XIV est au sommet de sa gloire et son armée apparaît alors comme l'une des plus puissantes d'Europe, les succès militaires ayant alors augmenté son prestige et celle de la France, dont il va en faire la première puissance militaire d'Europe. Le roi Soleil est à l'apogée de son image et de son règne. La France, qui apparaît en ce moment comme une grande puissance militaire dans toute l'Europe, sécurise ses frontières d'une grande ceinture de fer, dont les forteresses redoutables et imprenables de Vauban, grand architecte militaire de Louis XIV, résistent durement aux sièges et conquêtes ennemis.
Sébastien le Prestre, marquis de Vauban, dit Vauban, qui est fait maréchal de France par le roi en 1703, protège alors la France contre les invasions ennemies, dont on lui doit des fortifications, comme à Lille, Besançon, Strasbourg. Mais il révolutionne également, et notamment, l'art du siège, dote la France d'un précaré, régulière et facile à défendre. Mais également humaniste, il conseille le roi, dont il réfléchit à l'économie, les impôts, l'administration du royaume. Grâce à Vauban, le royaume de France consolide ses frontières pour très longtemps. François-Michel Letellier, marquis de Louvois, et fils de Michel Letellier, secrétaire d'État de la guerre, réorganise l'armée qu'il défend, ce qui permet alors à Louis XIV de faire efficacement la guerre. Et les effectifs augmentent, puisque sous son administration, l'armée française devient beaucoup plus nombreuse et permanente. Louvois, avec notamment l'amélioration de la logistique, est alors l'un des principaux artisans des succès militaires du roi, surtout pendant la guerre de Hollande. Mais Louvois supervise aussi également plusieurs chantiers du château de Versailles après la mort de Jean-Baptiste Colbert. En 1677, Louis XIV décide de fixer définitivement sa résidence principale à Versailles, puis en mai 1682, il s'y installe définitivement. Mais le château ne prend pas encore son allure actuelle, encore en chantier permanent jusqu'à la fin du règne de Louis XIV. Charles Lebrun, peintre en titre principal ainsi que principal grand décorateur du roi, fait peindre les batailles et fait du monarque exaltant les gloires militaires du roi Soleil et dans la grande galerie du château de Versailles, conçue alors en 1678 par le nouvel architecte du roi, Jules Hardouin Mansart, aussi appelé la galerie des glaces, fait pour glorifier et mettre régulièrement le monarque en scène pendant ses journées. L'année 1682 est l'année incontournable du règne de Louis XIV. Le roi Soleil est au zénith de son règne. Il est à l'apogée de sa gloire, de sa puissance et de son règne. À 44 ans, il s'installe définitivement avec la cour et l'administration royale à Versailles, dont il en fait le cadre idéal pour y construire son règne loin de Paris, où il garde les souvenirs de la Fronde. Et Louis XIV, qui se marie pour raison d'État, est un grand amateur de femmes, d'où l'Église tolère ses nombreuses favorites. Avec la reine Marie-Thérèse, il a 6 enfants légitimes, dont un, Louis le Grand Dauphin, qui atteint l'âge adulte, et une quinzaine d'autres naturels, dont la plupart seront alors légitimés par le roi. Grand homme sensible aux arts et à la politique, le roi Soleil s'entoure des plus grands et des meilleurs artistes du grand siècle, comme le nôtre, son grand jardinier, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, Jules Hardouin Mansart, son nouveau grand architecte, Marcy, Jean de La Fontaine, célèbre auteur de contes, Jean-Baptiste Lully, grand musicien français, d'origine italienne, etc., le mettant par exemple en scène, comme pour le référencier à Apollon, dieu du soleil. Sur le roi Soleil, l'incarnation de la monarchie française, à son apogée, est poussée à l'extrême. Louis XIV écrira même « Nous nous devons tout entier au public ». Le lever, les repas, spectacles, chasses, messes, couchers s'effectuent alors en présence et devant la cour, où le roi se met régulièrement en scène. Au cours de son règne, Louis XIV a eu plusieurs maîtresses célèbres, dont les plus connues sont Louise de la Vallière, sa première favorite officielle, mais discrète et sincère à son amour qu'elle porte au roi. Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, issue d'une des plus grandes, illustres et puissantes familles de la noblesse française, remplace Louise de la Vallière dans le cœur du roi en 1667. Celle-ci, elle a été la femme de Louis-Henri de Pardaillan de Gondrin, marquis de Montespan, dont elle se séparera. C'est la maîtresse la plus célèbre du roi, brillante et ambitieuse, et elle domina le cœur du roi et la cour
pendant de nombreuses années. Mais dans les années 1680, l'influence de Madame de Montespan décline au profit de Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, que le roi se rapproche de plus en plus, mais qui s'occupe de l'éducation des enfants du roi, issus de la Montespan. D'ailleurs, la reine Marie-Thérèse meurt au château de Versailles le 30 juillet 1683 et Louis XIV n'hésite pas à épouser, secrètement la même année, Françoise d'Aubigné, marquise de Maintenon, en référence à son château en Eure-et-Loire, le château de Maintenon, magnifique demeure reconstruite au Moyen-Âge que le roi lui offrira. Madame de Montespan, l'illustre maîtresse du roi, est soupçonnée dans une affaire sulfureuse d'avoir empoisonné le roi. C'est l'affaire des poisons qui déchaîne alors la monarchie et éclate le règne de Louis XIV de 1679 à 1682. Elle révèle alors des devineresses, empoisonneuses et vendeuses de prétendus sortilèges. Les figures les plus célèbres sont Catherine de Jay, dite la Voisin, la marquise de Brinvilliers et enfin la Montespan, soupçonnée d'avoir trompé dans une sombre et scandaleuse affaire où elle aurait consulté des devineresses et demandé des filtres d'amour pour conserver l'affection du roi. Mais selon certains témoignages, elle aurait alors également et notamment pratiqué des messes noires, qui restent alors sans preuve formelle. Le roi, pour éviter qu'en procès public ne salisse alors son image et la monarchie tout entière, arrête les enquêtes et fait détruire toutes les accusations portant sur la Montespan. Avec la marquise, Louis XIV aura 7 enfants, dont 4 survivront. Louis-Auguste, prince de Dombes, 1670 à 1736, Louise-Françoise, 1673 à 1743, qui épouse le prince Louis III de Bourbon-Condé. Françoise-Marie, 1677 à 1749, qui épouse le futur prince régent Philippe d'Orléans, fils de Philippe, duc d'Orléans, dit Monsieur, frère du roi. Et enfin, Louis-Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse. Les années 1680, époque du zénith de Louis XIV, est aussi également marquée par le début de deuil pour la famille royale et la cour, puisque la reine Marie-Thérèse meurt en 1683, année où Madame de Maintenon devient alors l'épouse secrète du roi, mais aussi Colbert, ministre dévoué et influent, la même année. Ainsi que Louis César, issu des amours du roi avec la Montespan, légitimé à la couronne, comte de Vexin, mort à 10 ans. Et Louis XIV, grand roi bâtisseur, qui se fixe alors définitivement à Versailles, avec le gouvernement royal et la cour à Versailles pour en faire le lieu emblématique de son pouvoir en 1682, ne délaisse pas Paris pour autant, dont il est encore marqué par les événements des troubles de la Fronde. Avec Colbert, le roi développe la capitale, et l'embellit de construction, instruments de politique, de rayonnement culturel et artistique, dont l'hôtel des Invalides, immense hôpital, mais aussi dernière demeure des soldats invalides, blessés et également certains morts au champ de bataille, construite en 1670 et inaugurée en 1679, élaborée par les architectes Jules Hardouin-Mansart et Libéral Bruant. Le roi fait aussi également édifier des places, instruments de sa glorification comme la place de Victoire, la place Vendôme, où se trouve au centre une statue de Louis XIV, et d'autres constructions, et comme l'Observatoire de Paris, le Collège des Quatre Nations, aujourd'hui siège de l'Institut de France, la Porte Saint-Denis, arc de triomphe célébrant alors les victoires militaires du monarque, la Porte Saint-Martin, commémorant les succès du règne, l'aménagement des quais de la Seine, ainsi que l'élargissement de plusieurs rues importantes. Des jardins de la capitale sont aussi aménagés, sous la direction du célèbre jardinier du roi André Nôtre, qui modifie alors une partie de la capitale de somptueux jardins et plantations comme aux Tuileries, ainsi qu'aux Champs-Élysées. Cette belle avenue que le Nôtre dessine entièrement et modifie, qui n'était jusqu'alors qu'en champ à la périphérie de Paris. Louis XIV veut faire de Paris la plus grande capitale et ville d'Europe,
où il centralise son pouvoir dans les plus somptueux et grands monuments de la capitale.